Bon, aujourd'hui, je vous donne lecture d'une grande autrice féministe, Christine Delphy. Christine Delphy, elle est connue pour être la figure du féminisme matérialiste français des années 70. Alors le féminisme matérialiste, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un peu une spécificité française, il n'y a pas vraiment d'équivalent ailleurs. On peut considérer que le féminisme marxiste en France, faute d'avoir su se développer, a laissé une place inoccupée. C'est ce qui peut expliquer en partie l'émergence de ce féminisme français matérialiste très particulier. La prétention théorique des féministes issus de cette tendance est d'aller puiser dans le marxisme des outils pour penser la condition des femmes. Pour autant, on ne peut pas vraiment rattacher ce courant au mouvement ouvrier traditionnel, et notamment les tendances marxistes. Au fait, un des problèmes auxquels faisaient face les féministes à l'époque, c'était la non prise en compte de la problématique et de la lutte féministe par les organisations marxistes. C'est notamment à cause de ça que les féministes matérialistes se sont autonomisées, à la fois théoriquement et d'un point de vue organisationnel. C'est là qu'on voit notamment émerger une organisation très spécifique à l'époque qui est le MLF, Mouvement de libération des femmes, mouvement qui rassemble, de ce que j'en sais, à la fois des tendances matérialistes, marxistes, et des tendances plus discutables d'un point de vue théorique, notamment différentialiste. Mais ça reste à vérifier, je suis pas hyper calé sur le sujet. Bon, du coup, Christine Delphy, elle est aussi connue pour ses prises de position plutôt transphobes, notamment sur ses dernières années d'activité, sachant qu'elle est toujours en vie. Alors ça enlève rien à la pertinence de son travail de recherche théorique, il faut vraiment absolument la lire. Sur la chaîne, j'ai fait des vidéos qui présentent son travail, allez faire un tour. Il y a notamment des lectures et une vidéo consacrée à son ouvrage majeur, L'ennemi principal. Alors aujourd'hui, je vais vous faire lecture d'un article où elle aborde la question du voile, notamment dans un contexte qui est celui des années 2000, avec la loi contre le voile. On va voir à travers cet article qu'elle pose la question de l'articulation entre antiracisme et féminisme. Sur la loi contre le port du voile, la loi a en effet divisé les féministes, comme elle a divisé tous les groupes politiques à gauche du Parti socialiste. Une partie des féministes s'est déclarée pour la loi, une autre contre. Mais beaucoup sont restées muettes, indécises et souvent interloquées. J'examinerai donc les arguments employés par les féministes qui se sont déclarées en faveur de la loi, mais aussi ceux des féministes qui sont restés à la croisée des chemins, troublés par le fait que d'un côté, la loi est censée protéger les jeunes filles musulmanes des contraintes familiales qui les obligeraient à porter le foulard, mais que de l'autre, elle est discriminatoire et stigmatise toute une population. C'est précisément du mais qu'il sera question ici. Plus d'une féministe a ressenti cette impression douloureuse de se trouver devant un choix impossible, de devoir sacrifier les uns ou les autres. Plus d'une féministe a refusé de choisir et s'est cantonnée dans le silence. Il s'agit de comprendre en quoi consiste ce dilemme ressenti. Faut-il choisir les victimes du sexisme contre les victimes du racisme? La lutte antisexiste contre la lutte antiraciste. Les arguments des féministes pro-loi ont été ceux des politiciens. Le foulard comme symbole de domination des femmes est l'argument premier mis en avant par les féministes et les politiciens classiques. Certes, le foulard est historiquement, dans tout le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient, un marqueur de la domination des hommes sur les femmes. Mais pendant le débat français qui a précédé la loi, il a acquis un statut particulier. Il est devenu le seul signe d'oppression des femmes. Même le dénudement des femmes attachées à la pseudo-libération sexuelle, occidentale et masculine, et à la marchandisation du corps des femmes, n'est pas vu comme aussi signifiant dans les critiques des féministes pro-loi. Si le string est souvent mentionné comme une exagération de la préoccupation de séduire en se dénudant, semblable à la préoccupation de séduire en se cachant avec un foulard, aucune symétrie n'est posée entre les deux. Personne ne suggère jamais que le string devrait être interdit. Le foulard est perçu comme un symbole incomparablement pire que tout autre. Aucune comparaison n'est faite non plus avec les marqueurs spécifiques de la féminité occidentale. Talons hauts, rouge à lèvres, maquillage en général, que le mouvement des années 70 dénonçait pourtant dans les mêmes termes que le foulard aujourd'hui, comme des aliénations imposées. Aucune discussion n'est admise sur la signification qui est donnée au foulard par celles qui le portent en France. De toute façon, la possibilité même de la discussion avec des femmes portant le foulard est exclue expressément car, quel que soit le sens qu'une femme portant le foulard donne à son acte, ce sens ne doit pas être pris en compte. Le foulard est censé avoir une signification universelle, que seules les féministes occidentales peuvent déceler. Une fois trouvée cette signification universelle du foulard, les glissements et amalgames interprétatifs se sont révélés remarquables. Ainsi, dans le discours pro-loi, le foulard est relié très fortement aux violences sexistes qui ont lieu dans les ghettos. Il en est la conséquence, les femmes se protègent du viol par le foulard. Mais il en est aussi la cause. Le foulard désigne aux violeurs leur proie, c'est-à-dire les femmes sans foulard. En somme, le foulard devient aussi le symbole de la violence sexiste.
pas de la violence sexiste en général, mais d'une violence sexiste propre aux quartiers et banlieues et aux populations qui y vivent. Le foulard est présenté comme le signe de l'existence en France d'une culture autre, caractérisée par un sexisme également autre que le sexisme ordinaire. Cette culture qui est maintenant, ou qui a toujours été celle des ghettos, où sont parqués les descendants d'immigrés, est reliée directement à la menace islamique mondiale. Dans sa version soft, le complot islamique est national et vise à demander pour les musulmans une loi dérogatoire. Un durcissement de la thèse du complot s'opère quand ce n'est pas seulement aux musulmans et musulmanes, mais à l'ensemble du pays que les islamistes, nationaux ou non, sont censés vouloir imposer la loi islamique. Dans sa version hard, le foulard n'est, selon l'expression consacrée pendant le débat, que la pointe de l'iceberg de la guerre déclarée à l'ensemble du monde occidental. Les féministes pro-loi ont beaucoup fait appel à la comparaison internationale. Cette comparaison a été très sélective. Pour que la prohibition du foulard soit considérée comme une cause nationale urgente, et que son coût humain, l'exclusion des jeunes filles des lycées, apparaisse comme finalement dérisoire par rapport aux dangers courus, il a fallu créer un climat médiatique dans lequel il devenait plausible de tirer des parallèles entre des situations nationales radicalement différentes. Des contextes bien précis ont été mentionnés à l'appui de cet effort. Les pays où un voile intégral a été imposé, en particulier l'Iran, où une police politique épie les femmes, et l'Algérie, où les islamistes, avant même la guerre civile, tentaient d'imposer, parfois par des jets de vitriol, le port du voile aux femmes des quartiers qu'ils contrôlaient. Ces exemples ont été utilisés comme résumant la situation dans tous les pays arabes et ou musulmans, permettant encore un glissement. Partout où le voile est porté, il est imposé, et imposé par une violence atroce. Ceci renvoie à un problème majeur dans l'appréhension du monde, qui n'est pas le fait des seuls féministes, mais qui constitue un piège dans lequel nous tombons avec une régularité remarquable. Le sort des femmes en Occident nous paraît incontestablement meilleur que partout ailleurs dans le monde. Dans l'affaire française du foulard, la comparaison internationale a servi à sortir le foulard du contexte politique dans lequel il s'inscrit, et ainsi à ne pas prendre en considération la spécificité des rapports sociaux qui structurent la société française. Le débat a laissé supposer que là où apparaît le foulard, apparaîtront un peu plus tard, de façon nécessaire et inévitable, l'enfermement des femmes, les mariages forcés, la lapidation, l'excision. Le foulard des jeunes françaises a donc été dénoncé, non pour ce qu'il est ici et maintenant, mais pour ce qu'il pourrait annoncer. Elles ont été perçues comme le signal de l'arrivée d'une société islamique, telle que la théorie du choc des civilisations la présente. Avant de parler de l'articulation des luttes, il faut alors en revenir à la question mère, celle de l'articulation entre les oppressions. Les mécanismes du système patriarcal, ou de genre, et du système raciste sont similaires. Assignation à une place sociale sur la base de critères qui essentialisent un groupe. Mais chaque système retient des critères différents. Il s'ensuit que ces systèmes construisent deux ensembles de populations différents. Le dilemme entre lutte antisexiste et lutte antiraciste n'est pensable que si l'on suppose que les deux populations cibles du sexisme ou du racisme sont différentes. Or, le racisme construit certes deux groupes de races, mais chacun comporte deux genres. Et le système de genre construit bien deux groupes de genres, mais chacun comporte deux races. Les ensembles, tout en n'étant pas superposables, ont des aires de recouvrement. Dans chaque groupe racial, il y a des femmes et des hommes, des dominés et des dominants. Et dans chaque groupe de genre, il y a des blancs et des noirs. Les femmes d'un groupe racisé sont victimes du racisme tout autant que les hommes. Certes, le racisme, se combinant avec l'oppression de genre, est modifié par cette dernière. Il prend des formes genrées, de même que le genre prend des formes racisées. L'un des points majeurs des féminismes critiques du féminisme blanc est le refus de considérer que les situations diverses des femmes du tiers-monde seraient des particularismes au regard d'une situation générale, voire universelle, qui serait incarnée par la situation des femmes blanches. Les féministes appartenant à des groupes racisés ou subalternes insistent dans le monde entier sur 3 points. Elles refusent de séparer la lutte féministe de la lutte antiraciste, car le sexisme et le racisme constituent ensemble et de façon indissociable leur oppression des femmes de couleur. Elles refusent de renier les solidarités objectives et subjectives qui les lient aux hommes de leur groupe, racisés eux aussi. Elles contestent l'idée que leur culture est nécessairement plus sexiste que celle du groupe dominant. Ceci ne signifie nullement qu'elles tolèrent plus le sexisme des hommes racisés que celui des autres, mais qu'elles ne peuvent ignorer ce qu'elles ont en commun avec ces hommes. Pas plus d'ailleurs qu'elles ne peuvent ignorer ce qu'elles ont en commun avec les femmes des groupes racialement dominants. Elles refusent d'appliquer comme des recettes les stratégies d'émancipation pensées à partir d'autres situations. Elles veulent mener leur lutte à partir de leur situation de double oppression, de genre et de race, ce qui implique qu'elles luttent à la fois avec et contre les hommes de leur groupe, ainsi qu'avec et contre les femmes du groupe dominant. Le féminisme part d'un principe fondateur, qu'au-delà des différences de situation, les femmes ont quelque chose de commun: l'oppression patriarcale.
Mettre cette théorie en pratique suppose de chercher ses points communs, et donc de se mettre à la place de l'autre femme et de considérer cette autre femme comme sa semblable, son égale. Le regard porté sur les Françaises d'origine immigrée, un regard qui les construit comme des êtres incapables de discerner le vrai du faux, le bon du mauvais, une population d'enfants qui ne peuvent que se tromper. Des enfants à la place desquels on doit décider pour leur bien. Que des politiciens aient cette attitude n'étonne pas. Mais comment des féministes qui dénoncent le paternalisme des hommes peuvent-elles ne pas voir que la même logique est à l'œuvre dans la prétention à sauver des femmes malgré elles et contre leur gré? Le contenu militant que vous venez de visionner existe grâce à votre soutien financier. Je vous remercie.